Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité chaque soir réitérée. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est le baroud d'honneur des agriculteurs français opposés au Mercosur, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Aujourd'hui, des agriculteurs sont entrés dans Paris avec leurs tracteurs alors que le traité est sur le point d'être signé malgré la très timide opposition de la France. Le Mercosur, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Ça fait 3 ans qu'il doit être signé, qu'il est repoussé, mais au final, on sait très bien qu'il va être signé. Hein. Et ça passera malheureusement, et ça créera une concurrence encore plus déloyale, et ça crèvera encore plus d'agriculteurs. L'ouverture du marché sud-américain, est-ce une aubaine pour l'agroalimentaire français ou un leurre? Le malaise et le sentiment d'abandon du monde agricole ont-ils des causes plus profondes que ce traité? On en débattra ce soir. Avant de vous retrouver en fin d'émission, Marie B. et Xavier M. Et nous allons parler Bonsoir, justement tous d'un les autre deux. M, et c'est François Mitterrand. Elisabeth, vous le savez, il y a 30 ans, Oui. aujourd'hui mourait l'ancien président de la République, François Mitterrand. Pas beaucoup de commémorations à Jarnac, là où il est enterré, ni président de la République, ni Premier ministre. Il y avait François Hollande. En tout cas, nous allons à Jarnac, Elisabeth, de la maison natale à la pierre tombale, enfin la chapelle. La rime est riche. Et vous, Marie? Le président de la Corée du Sud veut aider son peuple à lutter contre la calvitie. Il en a fait une priorité nationale. Je vous explique pourquoi. Et il a raison. Voilà, il adhère. À tout à l'heure. Pour commencer, on reçoit une plongeuse professionnelle qui répare depuis des années le corail menacé d'extinction. La moitié des 900 espèces de coraux bâtisseurs de récifs sont en effet en danger d'extinction. Alors Sandrine Trévaux, c'est son nom, plonge, construit des nurseries de coraux, boutures, bref, elle agit, c'est merveilleux. On la retrouve tout de suite. Sandrine Trévaux, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez de Toulon, Et oui, où vous vivez, où vous plongez, car vous êtes plongeuse professionnelle. exactement. Je vous présente Anna Ndiaye Bonsoir. et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une jardinière des mers à propos du corail, alors que le corail n'est pas un végétal, ou plutôt c'est plus compliqué, c'est un animal de la famille des méduses, un polype, mais aussi un végétal, mais aussi un minéral. Exactement. Le corail, comme je dis souvent aux enfants, c'est C'est de un nos animal Oui, qui vit en colocation avec une algue, voilà. donc le végétal, Oui. et il vit dans une maison en minéral qu'il a fabriquée lui-même. Et ben voilà. Donc finalement, il a les 3 états, minéral, végétal, animal. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est un animal, qu'on le classe dans les animaux. Très bien. Alors, on va évoquer votre action, la vôtre plongeuse, et puis celle des gens que vous incitez à réparer le corail, après votre profil réalisé par Gaël Legras. Sandrine Trévaux, depuis 2017, vous dédiez une partie de votre vie au sauvetage des coraux. Pour nous expliquer l'importance fondamentale de ces petits êtres vivants, vous avez le profil idéal. S'il faut retenir un pourcentage, c'est celui-ci. Les récifs coralliens abritent 25% des espèces marines. En 2017, à l'âge de 49 ans, alors que vous dirigez un club de plongée à Toulon depuis quelques années, vous vous inscrivez à un stage de formation à la plantation du corail, organisé en Thaïlande par Ocean Quest Global, association fondée par Anwar Abdullah. La rencontre de ma vie, il m'a subjugué par ses connaissances et son engagement. Il vous apprend les techniques de bouturage des coraux. Ce biologiste marin mène des missions de protection et de restauration, comme ici à Maya Bay, plage ravagée par le tourisme après la sortie du film The Beach avec Leonardo DiCaprio. We are in the restoration part because we have to skip the protection part because there's not much left to protect. De retour à Toulon, vous devenez formatrice d'Ocean Quest France. Objectif aujourd'hui, planter du corail. Ok ? Vous prélevez des morceaux de coraux abîmés mais vivants et vous les greffez ensuite sur des pierres. Je mets un petit point de colle, j'en ai très peu, hein, vous avez vu. Ensuite, je mets mon petit catalyseur, ça va figer un petit peu ma colle. Et là, je vais placer mon corail, vas-y. Hop, et là je pose. Une fois déposé sous l'eau, l'organisme va pouvoir croître à nouveau. J'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois. Et là, j'ai un bébé corail qui a 2 ans et qui est trop beau. Il a explosé, quoi. Ça sort de tous les côtés, ça fait une petite boule, il est trop mignon. Depuis 2017, vous avez formé plus de 350 bénévoles que vous appelez les jardiniers de la mer. Vous menez des actions en Méditerranée, mais aussi dans les Caraïbes, en Guadeloupe. Il y a peu, vous déclariez « En 2050, si on ne fait rien, il n'y aura plus de coraux. On est des plongeurs, on lutte avec ce qu'on sait faire. » Oui, ce prodigieux organisme qui est apparu il y a 240 millions d'années est menacé et vous, donc, vous créez des nurseries de corail. C'est complètement dingue. Expliquez-nous, comment vous faites?
L'idée, c'est de sauver les coraux, Oui, de sauver ceux qui sont abîmés. oui. D'accord ? On ne va pas aller prendre un corail dans un récif en disant « Oh, il est joli, tiens, je vais le mettre dans mon jardin ». Non, on répare ce que l'humain a cassé. Ouais. C'est notre objectif. Ouais. Le corail, finalement, les récifs, ils sont autosuffisants. Ils pourraient vivre très bien si nous, on n'était pas là. Très bien Mais sans nous. vu qu'on est là, il faut bien réparer ce qu'on casse. Donc l'idée, c'est ça. C'est de sauver les coraux qui sont cassés. Et, comme vous avez vu, la technique, on les recolle sur des rochers. Non mais alors attendez, la technique c'est de la colle et un catalyseur. C'est une plaisanterie, c'est trop simple. C'est Oui. enfantin. Oui, c'est enfantin. C'est Mais enfantin. comment de la colle sur une roche peut d'abord ne pas être toxique? C'est quoi cette colle? C'est utilisé en chirurgie? Oui, c'est une colle qui est utilisée en chirurgie animale. Oui, Donc c'est une colle qui n'est pas toxique. d'accord. Et le catalyseur que nous fabriquons nous-mêmes nous permet de figer la colle instantanément. D'accord. Parce que si vous mettez de la colle, quelque chose dessus, et vous mettez dans l'eau, ça ne va pas tenir. Alors vous collez quoi avec quoi? On colle un corail cassé, Oui. un morceau Oui. qu'on récupère cassé sous l'eau, sur un rocher qu'on a récupéré aussi sous l'eau. Et on remet dans l'eau directement. Vous plongez et vous remettez. Voilà. le plus Donc on vite reste possible. sur du naturel, pratiquement naturel, D'accord. à part le... Et on pour le arrive col. à reconstruire des récifs comme ça. Alors, on peut réhabiliter des récifs comme ça. On l'a fait à Mayabé. J'y étais à Mayabé pendant pas mal de semaines avec Anouar, justement. La plage thaïlandaise. On a planté 33 000 coraux. 33 000 Ouais. En presque 1 an et demi. que nous avions piétiné, c'est ça que les Pas vous, touristes- parce que je pense pas que vous étiez avec Léonard, mais voilà. Et on a refait complètement le récif devant Mayabé, et maintenant c'est protégé, et les bateaux arrivent par l'autre côté. Donc les gens n'ont plus le droit d'ancrer, c'est les ancres surtout. Ils n'ont plus le droit d'ancrer et de passer à cet endroit-là. Comment s'est passée la révélation? On a vu la personne que vous avez rencontrée en Thaïlande, c'est ça? Oui. Parlez-nous de cette révélation, de ce qui fait que vous avez engagé votre vie pour les coraux. Alors, il est malaisien, Oui. mais à l'époque où je cherchais un projet pour ma vie perso, pour faire un voyage autour du monde en contribuer, voilier, oui, voilà, oui. je m'étais dit, je vais pas juste mettre les fesses sur un voilier et me balader, je vais essayer d'avoir une action. Et en fait, j'ai rencontré ce personnage qui m'a subjuguée, qui m'a formée. J'ai passé plus de 16 mois avec lui. J'ai voyagé beaucoup avec lui pendant toute l'Asie et il m'a formée au fur et à mesure. Et la mission était de former ensuite, moi, de transmettre ce que j'avais appris. Vous n'êtes pas scientifique, vous le savez, vous le revendiquez, vous êtes une activiste du quotidien et vous formez des jeunes gens, des plongeurs, des lycéens, des gens de tous âges, c'est ça? Exactement. Je deviens scientifique dans le sens où je suis en train de suivre une formation de spécialiste du corail. avec Biologie lui, marine, alors? De biologie marine, Oui. mais avec Anouar, justement. C'était une formation qui dépend de l'Université de Singapour. Mhm. Et j'ai passé quand même aussi un diplôme de plongeur scientifique pour apprendre les méthodes à utiliser sous l'eau, quoi. Pas faire n'importe quoi non plus. Alors, on évoquait avec vous, Sandrine Trévaux, et avec Anna, une méthode absolument stupéfiante, la fécondation in vitro de corail. Ben oui, parce qu'il y a de moins en moins de coraux dans les mers, ils sont forcément de plus en plus dispersés, et ajouter à cela le fait qu'ils ne se reproduisent qu'1 à 2 fois par an après certaines pleines lunes, vous comprenez sans difficulté que pour se reproduire, eh bien, la fenêtre de tir est assez restreinte, et c'est là que ce qu'on peut appeler la PMA pour coraux devient intéressante. Il s'agit tout simplement de féconder en laboratoire un ovule et un spermatozoïde de corail pour obtenir des embryons. Ils vont ensuite être placés dans des nurseries flottantes avant d'être réintroduits en mer 6 mois plus tard. C'est une technique scientifique qui est très utilisée en Australie et dans les Caraïbes, et ça fonctionne. En Colombie notamment, l'équivalent de 280 terrains de football de récifs ont pu être reconstitués en 2023. Et la bonne nouvelle, c'est que ces coraux nés de la fécondation in vitro sont bien plus résistants au changement climatique que les autres. Alors, est-ce que, par exemple, ça aurait du sens de replanter ce type de coraux fécondés in vitro en Méditerranée pour faire face aux vagues de chaleur? On replante les coraux à l'endroit où on les a pris. Donc, on ne va pas aller chercher des coraux tropicaux et les amener en Méditerranée. Non, mais par exemple, contre, ceux de la Méditerranée. Effectivement, on a des coraux en Méditerranée qui s'appellent Cladocora, sur lequel je travaille depuis 2017, qui est un corail magnifique, très peu connu. Donc, l'idée, c'est aussi de le faire connaître, de dire aux gens, il y a du corail, il n'y a pas que le corail rouge, il y a aussi ce corail qui, à l'inverse du corail rouge, fait de la photosynthèse. Parce que lui, il vit en symbiose avec une algue,
le cladocora. C'est l'intérêt, ça veut dire qu'il fait de la photosynthèse, il nous permet donc de remettre de l'oxygène, etc. dans l'eau. C'est un puits de carbone aussi, donc c'est génial. Oui, c'est un puits de carbone et grâce au CO2 absorbé, c'est le squelette de calcaire. Bah, c'est grâce à l'algue. Grâce à l'algue. Mais justement, le corail, entre le polype, donc l'animal, et l'algue, il y a quelque chose d'une mutualisation des ressources. Ça coopère. C'est un modèle pour nous, presque. Complètement. Mais la nature est un modèle pour nous. On devrait. Et regardez, on devrait s'inspirer de ça. Sandrine Trévaux, sur 1 km² de récifs coralliens se concentre autant de biodiversité macroscopique que dans l'ensemble de la France métropolitaine. J'ai vu ça sur le site du Muséum d'histoire naturelle. Donc ça devrait inciter à protéger, parce que le corail est menacé par l'acidification des océans, par le réchauffement climatique, par les pollutions en tout genre, c'est ça ? Exactement. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la biodiversité qu'il y a sur un petit périmètre de la mer, mais on a étudié très peu la mer finalement. Hein. Le premier, c'était Cousteau, en tout cas en France, à essayer de voyager et à essayer de comprendre tout ça, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Il y a 500 millions de personnes dans le monde qui vivent grâce aux coraux aussi, c'est-à-dire... C'est-à-dire que, aussi bien... Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire touristiquement. Le corail va attirer des plongeurs, les plongeurs vont payer des hébergements, vont payer des guides, vont payer de la nourriture, et les gens qui vivent dans ces régions vont subsister aussi grâce au fait qu'il y ait des coraux. S'il n'y a plus de coraux, les gens ne viendront plus. Votre association Ocean Quest France, dont vous avez créé la branche française, comment va d'ailleurs le corail de Méditerranée ? Quel est l'état des coraux en Méditerranée ? Alors c'est grand la Méditerranée, mais que pouvez-vous voir, que constatez-vous, Sandrine Trévaux ? On a démarré en 2025 des missions qui s'appellent Corail Med, dans lesquelles on fait des inventaires. Le but, c'est de faire le tour de la Méditerranée, les côtes françaises bien sûr, et de voir où sont ces colonies. Parce que c'est pas comme un récif corallien où il y en a partout. Quand on voit les photos des récifs coralliens, il y en a partout. Oui, comme la Grande Barrière de Corail en Australie et autres. Voilà. Alors que nous, en Méditerranée, c'est des colonies qui sont dispersées et qui sont le long des côtes. Donc le but, c'est de les recenser pour pouvoir ensuite les suivre et pouvoir, si besoin, les réhabiliter, ou les replanter, ou les réparer s'il y a besoin. Mais c'est vraiment les missions qu'on vient de démarrer là, depuis 2025. Oui. Alors les chiffres fournis par les différentes associations et le Muséum d'histoire naturelle et autres sont terribles. Si le réchauffement de l'atmosphère dépasse plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, 99% des récifs coralliens vont disparaître. Donc il faut vous aider. Il faut que les gens viennent avec vous et fassent ces gestes, coller, utiliser un produit, comment s'appelle le produit ? Le catalyste. Voilà, et réparer les coraux endommagés, c'est ça ? Ce qu'il faut surtout, c'est préserver. Parce que finalement, nous, on ne fait que réparer un petit peu ce qui est réparable. Mais si c'était pas cassé, si c'était pas abîmé, il n'y aurait pas besoin. Donc, si on laisse la nature tranquille, elle s'auto-gère aussi. On est en train de revenir un petit peu sur tout ça en disant arrêtons de vouloir être trop interventionniste. Il faut quand même aussi écouter la nature, l'aider à ne pas être abîmé finalement, éviter de l'abîmer. Merci Madame la jardinière de Corail, plongeuse professionnelle à Toulon, Sandrine Trévaux, association Ocean Quest France, pour ceux que ça intéresse et qui peuvent plonger à vos côtés pour réparer le corail abîmé. Merci infiniment d'être venu apporter de l'énergie, de la lumière et de l'espoir pour le corail. Merci. On passe à notre débat sur les enjeux de la signature du Mercosur pour le monde agricole français qui proteste depuis des mois et encore aujourd'hui. Des tracteurs étaient présents à Paris. Ce traité de libre-échange entre 4 pays d'Amérique latine et l'Union européenne sera-t-il vraiment une aubaine pour les produits laitiers et les vins français ou au contraire une concurrence déloyale, entre autres pour les éleveurs bovins français? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Au pied de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe, des tracteurs, notamment en provenance du sud-ouest, sont entrés dans Paris avant le lever du jour. On essaye le tout pour le tout, quoi. Faire quoi de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on voit tous nos voisins, nos amis qui se suicident les uns après les autres, j'ai peur que ça finisse très mal. Les agriculteurs, parmi lesquels de nombreux bonnets jaunes de la coordination rurale, se sont rassemblés dans la matinée devant le Palais Bourbon. Échange tendu avec la présidente de l'Assemblée nationale. À l'unanimité, les députés, ils ont voté contre le Mercosur. Montrez que vous avez du pouvoir. Colère et inquiétude à quelques jours de la signature possible de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique latine. La ministre de l'Agriculture a tenté avant-hier de calmer les esprits en assurant que rien n'est joué d'avance.
Quand bien même le Conseil européen adopterait l'accord avec le Mercosur, c'est ensuite le Parlement européen qui va devoir se prononcer sur cet accord. Et ensuite, ce sera une ratification. Donc le combat n'est pas terminé. Si le combat n'est pas terminé, la partie est bien mal engagée, car la présidente de la Commission européenne défend bec et ongle un accord négocié par l'UE depuis 25 ans. Elle a promis une rallonge budgétaire pour soutenir le secteur agricole et Bruxelles donne des gages, comme l'interdiction annoncée hier de plusieurs pesticides dans les produits importés en Europe. De quoi satisfaire l'Italie, jusqu'ici défiante. Si toutes les garanties que nous avons demandées nous sont données, alors nous approuverons la signature de l'accord. Alors la France va-t-elle se retrouver seule face aux États pro-Mercosur emmenés par l'Allemagne? Concurrence déloyale dénoncée par les agriculteurs ou opportunité vantée par Bruxelles? Quel serait l'impact de l'accord de libre-échange? La colère contre le Mercosur témoigne-t-elle d'un mal plus profond de notre modèle agricole? Nos trois invités pour ce débat. Fanny Meytra, bonsoir, porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Vous êtes éleveuse de brebis, vous avez 180 mères, 160 mères. Ça aussi. Voilà. En Ardèche, vous avez rencontré le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture avant-hier, on en parlera tout à l'heure. Et selon vous, le Mercosur n'est pas désiré, même au-delà du monde paysan. Les garanties qui ont été négociées sont de la poudre aux yeux. Et selon vous, on ne peut pas brader l'agriculture française au nom de l'exportation de voitures allemandes. À côté de vous, Jean-Marc Daniel, bonsoir, économiste, bonsoir. Professeur émérite à l'ESCP Business School. Dernier essai, nouvelle leçon d'histoire et économique. J'ajoute que vous reprenez vos causeries au Théâtre de Poche à Paris le 24 janvier prochain. 19 janvier. Donc 19 janvier prochain. Et selon vous, il faut signer cet accord et des secteurs de l'agriculture en bénéficieront. Si les Français veulent manger du bœuf français, ajoutez-vous, ils en achèteront. C'est aux consommateurs de trancher, pas aux agriculteurs de décider ce qu'on va manger. Comme ça, c'est radical. Et à côté de vous, Aurélie Catalo, directrice du programme Agriculture et Alimentation France à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Vous estimez que les agriculteurs s'inquiètent depuis longtemps de leur capacité à exercer leur métier et à en vivre dignement. Leur colère se poursuivra tant que les solutions proposées ne dépasseront pas le court terme. Et on démarre le débat, Benjamin, avec la date fatidique. Oui, exactement. L'Union européenne pourrait signer lundi prochain, donc le 12 janvier au Paraguay, l'accord commercial avec les pays concernés par le Mercosur, Argentine, Brésil, Uruguay et donc Paraguay. Le vote des 27 pays de l'Union européenne devrait se faire demain, au samedi au plus tard, pour que la présidente de la Commission européenne puisse valider le traité en début de semaine prochaine, après 25 ans de négociations. Fanny Meytra, vous avez encore un espoir que ce traité puisse être bloqué ou c'est plié? En fait, nous, on a toujours d'espoir tant que c'est pas signé. Et clairement, pour nous, même si le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture nous ont certifié que c'était pas possible, ils nous ont même dit que l'Irlande avait accepté l'accord de libre-échange, alors qu'on a bien eu aujourd'hui la réponse comme quoi ils votaient contre. Ouais. La minorité de blocage est encore possible. La Roumanie ne s'est pas prononcée, la Belgique s'abstient, la Pologne, c'est des fervents. Historiquement, ils sont contre le Mercosur. En fait, il y a moyen, il faut atteindre 35% de la population pour atteindre la minorité de blocage. Européenne. On n'en est pas loin. Il faut arrêter de faire croire que c'est plié. Il faut arrêter... Enfin, franchement, le gouvernement français nous a fait des milliards de promesses. Ils ont intérêt à les tenir. Jean-Marc Daniel, l'abstention, ça serait une hypocrisie pour vous? Je pense que ce serait une hypocrisie totale. Il faut prendre position clairement. Je pense que en votant contre, oui. Si on vous... en votant pour l'accord de libre-échange, de libre-échange, et il faut assumer le fait que malgré l'unité de tous les syndicats agricoles, ils sont tous contre. Encore une fois, ça concerne donc le Mercosur, c'est un groupe de pays, c'est un accord commercial avec ce groupe de pays. 4 pays. Et donc ces pays ont un avantage considérable, c'est que ce sont des pays qui sont assez dynamiques. Le Brésil, c'est une des économies les plus dynamiques en ce moment, un taux de croissance qui est 3 fois celui de la France en ce moment. C'est donc des débouchés potentiels qui sont énormes. En plus, effectivement, sur le plan strictement agricole, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture dans cet accord, mais même sur le plan strictement agricole. Mais là, on parle de l'agriculture. Oui. Je rappelle quand même que d'abord, la Roumanie, qui est la deuxième puissance agricole, entre guillemets, de l'Union européenne. La première, par le nombre de paysans, c'est la Pologne. Ensuite, il y a la Roumanie, l'Italie et la France est derrière. Et donc, la Roumanie n'a pas pris position, clairement. C'est-à-dire que la Roumanie se pose la question en considérant qu'il ne faut pas uniquement répondre aux attentes immédiate d'une partie de sa population. Et même dans le monde agricole, encore une fois, il y a des débouchés. Dans le dernier vote qui a eu lieu à l'Assemblée sur cet accord commercial, il y a eu une sorte d'unanimité contre cet accord commercial. Il y a un seul député qui a voté
qui a fait savoir qu'elle était disposée à approuver cet accord. C'était la députée de la 2e circonscription de la Charente, qui est une des circonscriptions les plus rurales de France. Mais pourquoi elle a choisi ça? Parce que la Charente, c'est le cognac. Et le cognac, mais les vins et spiritueux sont... c'est 80% d'exportation de sa production. Et donc, effectivement, de même que on parlera éventuellement du CETA, quand on regarde le bilan du CETA. Parce que les droits de douane américains sont trop élevés, donc du coup, ça les arrangera. On a intérêt à se reporter, et à se reporter aussi, je terminerai là-dessus, à se reporter vers des marchés comme la Chine aussi. Et la Chine commence à s'agacer en voyant notre position protectionniste. Elle a déjà pris elle-même des positions contre la viande de porc, donc contre notre agriculture. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Si on agit contre les productions agricoles de nos partenaires, ils vont réagir contre nos productions Jean-Marc Daniel, agricoles. votre voisine s'agace aussi. Bah oui, en fait, on sait bien que les accords de libre-échange ont détruit. Il y a quelques décennies, on était encore 1 million de paysannes et de paysans en France. On est moins de 400 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut? Un monde sans paysans, c'est un monde fini. Alors, vous faites partie d'un ancien monde, monsieur. Désolé de vous le dire, mais clairement, on vit un effondrement climatique, un effondrement de la biodiversité. On l'a vu tout à l'heure avec les coraux. Non, mais il faut arrêter. Mais pourquoi cette mondialisation ne vous offrirait pas des débouchés? On se dit, mais bon, on après s'en fout tout, des débouchés. s'il y en a pas On veut une suffisamment pour la souveraineté France. alimentaire. La souveraineté alimentaire, la vraie, pas celle de Marc Fesneau, celle de la Via Campesina. La Via Campesina qui est le réseau des organisations paysannes dans le monde qui représente 200 millions de paysannes et de paysans à travers le monde, dont fait partie la Confédération paysanne. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à choisir son alimentation et son agriculture. Les accords de C'est-à-dire donc libre-échange... les Espagnols, les Allemands, les Italiens, ils ont tort et nous, on aurait raison contre ces pays qui sont aussi des producteurs. Mais on ne parle pas de pays, là on parle de paysannes et de paysans. On est en lien avec les organisations paysannes du Brésil, sont remontées contre le Mercosur, eux aussi. En fait, c'est pas possible de continuer à vouloir... On interdit des pesticides en Europe, et pourtant on continue à les produire et on les vend. Nous, on les Français exporte. ou Européens, on les exporte au Brésil pour détruire la santé des gens. On ne peut pas être concurrentiel avec des pays où les revenus moyens sont de moins de 1 euro de l'heure. On ne peut pas être concurrentiel avec des pays où les vaches sont élevées aux hormones de croissance, alors qu'on sait à quel point ça a été dangereux et à quel point le combat a été rude pour gagner la fin des hormones de croissance. Enfin, on marche sur la tête, clairement. Alors, attendez, on va évoquer avec vous trois des compensations qui vont être proposées par l'Union européenne, notamment pour les agriculteurs et les paysans français. Et c'est Anna qui va nous les détailler. Oui, il y a 2 jours, Ursula von der Leyen a proposé de verser immédiatement 45 milliards d'euros aux agriculteurs européens. Ces 45 milliards d'euros, ils étaient initialement prévus dans les fonds de la PAC, la politique agricole commune 2028-2034. Et ils viennent s'ajouter aux 6 milliards d'euros qui étaient actés pour faire face aux perturbations des marchés agricoles. Hier, la Commission européenne a fait de nouvelles annonces pour répondre notamment aux demandes de la France. Elle s'est engagée à baisser les droits de douane sur l'engrais azoté et l'ammoniac, qui, selon la France, coûtent 4 000 € par ferme par an aux agriculteurs. Marche arrière aussi pour la taxe carbone aux frontières sur les engrais. Elle sera suspendue avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026. Et c'est un soulagement pour les céréaliers français qui craignaient de voir leur coût de production exploser. Et encore avant cela, la Commission s'était déjà engagée, entre autres, à alléger la charge administrative des exploitations agricoles et à renforcer les contrôles sur les produits importés aux frontières de l'Union européenne, évidemment, mais aussi dans les pays du Mercosur. Aurélie Catalo, finalement, toutes ces négociations autour du Mercosur, elles ont quand même permis aux agriculteurs d'obtenir des avancées non négligeables ? Oui, on peut dire ça comme ça, parce que en fait, la fin de la négociation du Mercosur, elle intervient dans le cadre d'un paquet politique un peu plus large, qui inclut cette question du Mercosur, mais qui la dépasse, et qui surfe en fait sur un sujet de préoccupation assez commun parmi les agriculteurs français et européens, c'est le sujet du revenu. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, le revenu agricole, il est constitué de manière assez simple de charges et de produits. Du côté des charges, un des sujets qui préoccupe au moins une partie de la profession agricole, c'est l'explosion du coût des engrais, donc d'où ces dispositions qui sont envisagées sur le sujet des engrais. Du côté des produits, le revenu agricole, il dépend d'une part des subventions et d'autre part de leur vente. Les subventions, ça fait écho au débat qu'on a sur l'évolution du budget de la politique agricole commune, et les ventes, enfin le prix de vente, ça fait écho aux préoccupations liées au Mercosur et à cette inquiétude de l'arrivée d'une concurrence jugée déloyale par les agriculteurs, car ne répondant pas aux mêmes normes et aux mêmes modèles de production. Une production éthique, Jean-Marc Daniel, pour répondre à ce que disait Fanny Mitra, est-ce que
vous êtes de l'ancien monde sur la production agricole. Est-ce que vous ne prenez pas en compte suffisamment tous les impératifs environnementaux? Au contraire, je pense que c'est moi qui prends en compte les impératifs environnementaux. Dans ce que vous venez de décrire, il y a annoncé qu'on allait supprimer la taxe carbone aux frontières. La taxe carbone, c'est quand même la façon la plus évidente sur le plan économique d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'outil économique qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Donc quand on la supprime, c'est effectivement un recul. De même, sur les problèmes qui sont évoqués, c'est pas le libre-échange qui provoque les crises de l'agriculture. Vous avez une évolution qui est le fait que, d'abord, il y a une démographie des agriculteurs qui est une démographie qui pose problème. Il y a un certain nombre de gens qui vont disparaître et on ne sait pas qui va les remplacer. Qui vont disparaître, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur retraite. Ils vont prendre leur retraite et on ne sait pas qui va les remplacer. Qui va remplacer les... Ensuite, sur le terme des revenus, effectivement, vous regardez ce qui se passe. La politique agricole commune. En France, on reçoit 9,4 milliards d'euros. Je parlais de la Pologne, qui est le pays où il y a le plus d'agriculteurs. Elle reçoit 4,7 milliards d'euros. Donc on ne peut pas considérer que la France est particulièrement défavorisée par la politique agricole commune. Le véritable enjeu, c'est une réponse du monde agricole à ces deux demandes qui lui sont faites. La première demande, c'est de satisfaire le consommateur. Je maintiens, si le consommateur veut manger du bœuf argentin, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait de manger du bœuf argentin. Et la deuxième solution, et la deuxième enjeu, c'est de répondre aux enjeux climatiques. Effectivement, c'était la stratégie de l'Union européenne qu'on appelait la stratégie F2F, où il y avait le Green Deal. Oui. Et ce qui m'inquiète, c'est là, effectivement, on va de recul en recul. Il est en train d'être détricoté. Détricoté systématiquement. Et donc, c'est là qu'on est plutôt dans le monde du passé que dans le monde de l'avenir. Fanny Métran. Non, mais il faut arrêter. Le mythe de l'unité paysanne n'existe pas. Arrêtons de parler du monde agricole. Il y a deux agricultures. Il y a une agriculture prédatrice qui est en train de bouffer l'autre. Nous, on défend une agriculture paysanne. On n'est pas sur... Nous, en fait, ce dont on parle là, c'est la liste du Père Noël que la FNSEA, parce que la FNSEA, soi-disant, est contre le Mercosur, mais Arnaud Rousseau... Donc le syndicat majoritaire bien aujourd'hui. sûr, avec Sophie Protéol, a directement des filiales au Brésil. Ils ont tout intérêt. Monsieur Rousseau a tout intérêt à ce que le Mercosur passe. Sur la DNC, on en parlera sûrement plus tard. Le patron de la FNSEA, on n'est pas sur les mêmes choses. Il est arrivé à Matignon il y a 2 jours, juste avant notre rendez-vous, avec sa liste de courses. Ces fameuses mesures dont on parle... Oui, mais lui, il dit je m'adapte aux impératifs du marché. Non, mais lui, il a une vision très particulière de l'agriculture. Ça n'est pas celle de la Confédération paysanne et d'une grande majorité des paysans. Sur les blocages, il faut le savoir, il y a des paysans de la FNSEA qui sont en train de dire mais on n'en peut plus. Il n'y a rien qui est fait sur le revenu. Il n'y a rien qui est fait sur les prix minimum d'entrée. En fait, on ne peut pas penser monde agricole uniquement par le prisme de l'économie mondiale. Ça n'est pas Mais Aurélie Catalo, éclairez-nous pourquoi on reçoit plus d'argent de la PAC et on a moins de production qu'en Pologne, nous dit Jean-Marc Daniel. Non, ce qui a été évoqué, c'est qu'on a moins d'agriculteurs. On a moins d'agriculteurs, on en a 3 fois moins. Tout à fait. Or, la clé de répartition du budget de la politique agricole commune entre les États membres, c'est en premier lieu la surface agricole utile. Et c'est la France qui a la plus grande surface agricole des différents États membres. C'est à ce titre qu'elle est la première bénéficiaire du budget de la PAC. Ceci étant dit, les clés pourraient être un peu... cette clé de répartition pourrait être un peu modifiée dans la réforme de la politique agricole commune et du budget européen qui est annoncé après 2027. C'est notamment sur la base de cette réforme envisagée de la distribution du budget de la politique agricole commune qu'un certain nombre d'agriculteurs se sont inquiétés, ont mis la pression sur la Commission européenne et d'où les annonces d'Ursula von der Leyen toutes récentes pour dire « je vous ai entendu, ça ne vous va pas les intentions initiales de la Commission européenne qui mettaient une pression à la baisse sur le budget de la PAC et donc elle donne des garanties pour dire on va faire en sorte de vous annoncer davantage de stabilité du budget de la PAC. » Alors attendez, on va regarder une archive à propos des accords de libre-échange qui cristallisent beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse de la part de la paysannerie et des agriculteurs en France. En 2019, c'était le CETA, accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Alors certains étaient ravis, d'autres étaient fort inquiets et redoutaient la concurrence canadienne. Regardez. 2 agriculteurs et 2 visions opposées du traité avec le Canada. Pour ce jeune éleveur bovin déjà en difficulté, la levée des droits de douane sur la viande canadienne pourrait encore déstabiliser son activité. Face à l'élevage outre-Atlantique, il se sent désavantagé. Là-bas, ils sont beaucoup plus intensifs. Ils utilisent des produits que nous, on n'a pas le droit ici, comme les farines animales, qui permettent un développement beaucoup plus rapide que nous ici des animaux, des bovins. Et du coup, ils sont plus compétitifs. Le traité avec le Canada a un accord négatif, pas forcément pourtant dans toutes les filières. Chez ce viticulteur près de Tours, la majorité des bouteilles qu'il exporte rejoignent déjà les États-Unis,
Alors l'idée de s'implanter un peu plus au Canada l'enthousiasme. Le marché canadien, à aujourd'hui, représente environ 200-220 000 bouteilles. On dit toujours c'est un peu le petit frère du marché américain. Le petit frère, il suit, donc il est dans la vague, tant mieux pour nous. Fanny mettra plus 10% d'échanges commerciaux grâce au CETA en notre faveur. Donc il peut y avoir dans les échanges commerciaux une balance positive pour les agriculteurs. Oui, et tous les prix dérégulés, la filière lait qui s'est cassé la figure derrière. Enfin, moi, le CETA, je le connais moins, mais par contre, l'accord UE-Nouvelle-Zélande, je le connais bien, vu que ça touche la filière ovine. Les agneaux. Quand même, depuis, la filière s'est complètement cassée la figure. Vous avez beaucoup perdu, par exemple, en termes de revenus. On fait de la vente directe, du coup, c'est pas nous les plus impactés, mais si, ça impacte forcément toute la filière, dans le sens où on ne produit plus que 45% de la viande ovine qui est consommée en France. Mais on parle de relocalisation, on parle de souveraineté alimentaire. Il y a Annie Genevard et ministre de l'Agriculture, elle n'arrête pas de parler de ça, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que votre production est trop chère ou pas, par exemple ? Bien sûr, en Nouvelle-Zélande, en fait, c'est des méga fermes en extensif d'élevage au vin. En fait, on ne peut pas être concurrentiel. Il faut imaginer que c'est pas que des histoires de quotas qui arrivent, c'est pas 99 000 tonnes d'aloyaux qui va arriver, ça va faire diminuer les prix, ça va baisser les prix. En fait, dans leur ensemble, c'est de la dérégulation. Mais il y a des agriculteurs qui sont pour le Mercosur, où il y a des céréaliers, où il y a des... Et pour la PAC, c'est pareil. En fait, il faut bien imaginer que la PAC, quand on parle de budget totaux, c'est pas possible. Commune. La politique agricole commune, c'est 80% de la PAC va seulement à 20% des agriculteurs en France. Du coup, on ne peut pas, à chaque fois, prendre des chiffres comme ça et ne pas les détailler parce que ça, franchement... Ça foire le débat. Il faut sacrifier la qualité au profit de la productivité, c'est ce que dit Fanny Mettra. Il ne s'agit pas de sacrifier la qualité, il s'agit de laisser le consommateur décider. Quand on dit qu'il y a des prix qui baissent, mais les prix qui baissent, ça fait du pouvoir d'achat. Et je pense que c'est une des préoccupations majeures de ce pays, de maintenir un certain niveau de pouvoir d'achat. La deuxième remarque que je ferai, vous avez pris le CETA, mais... En 90, il y avait les accords de Blair House avec les États-Unis. De Blair House. Le Blair House, c'est le ministère de l'Agriculture américain. Et il y avait déjà le monde agricole qui était remonté contre ces accords. Et puis après, il y a eu le rapport Sapir, d'André Sapir, où la Commission devait revoir les budgets agricoles pour essayer d'orienter les politiques européennes plutôt vers l'avenir et la recherche et moins vers ce qu'avait été la politique agricole commune des années 50. Et le monde agricole... que les agriculteurs sont incapables de s'adapter ? Mais au contraire, les agriculteurs finissent par s'adapter. Le véritable problème, c'est que les agriculteurs s'adaptent, mais il y a à chaque fois, il y a une manifestation assez violente d'opposition, alors qu'en réalité, sur le terrain, ils s'adaptent. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que sur le cheptel bovin, par exemple, un des enjeux, c'est pas uniquement le prix, c'est pas uniquement la production. Il a perdu 1 million de têtes en France en plusieurs années. Mais c'est aussi la production de méthane. C'est-à-dire que quand la Commission européenne dit on va baisser de 10% le nombre de vaches et de bœufs en Europe, c'est parce qu'elle veut réduire la production de méthane pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a des enjeux qui sont des enjeux qui ne concernent pas que le revenu immédiat du monde agricole. Alors justement, est-ce que le Mercosur, c'est l'arbre qui cache la forêt ? Les dysfonctionnements sont plus profonds. De l'aveu même, écoutez, de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Pour la première fois depuis 40 ans, notre excédent commercial sera probablement à zéro. C'est un signal d'alarme majeur et ça signe la perte de puissance de notre agriculture. Je rappelle quand même que la France est le premier pays agricole de l'Union européenne. On exporte moins de produits laitiers parce qu'on a moins de vaches et moins de cheptels. Il y a une décapitalisation du cheptel parce qu'on ne cesse de mettre en cause l'élevage. Donc, vous voyez bien que là, on perd un outil de puissance économique et c'est extrêmement grave. Alors précisons que ces propos ont été tenus avant la crise de la dermatose nodulaire. Aurélie Catalo, comment expliquer ce décrochage ? C'est plus vaste comme crise et ce dont on parle là, le Mercosur, est juste en fait le haut de l'iceberg ? Oui, bien sûr, il y a des ferments de la colère qui sont beaucoup plus profonds au sein du monde agricole. Il y a une diversité de revendications qui peuvent diverger selon les syndicats. Mais la manière dont moi je formule les choses, il me semble que le dénominateur commun, c'est que tous les agriculteurs sont inquiets de leur capacité à avoir confiance en l'avenir, dans leur capacité à pouvoir continuer à exercer leur métier, à pouvoir avoir... Mais la politique agricole commune est faite pour ça, et depuis 25 ans, il y a des politiques qui sont faites en France pour cela, ou pas du tout ? On n'a rien compris à cette crise-là, tous les politiques qui se sont succédés. Alors, la question du revenu, elle n'est pas soldée uniquement par les subventions, même si vous avez raison, en moyenne, les subventions de la PAC, ça représente 83% du revenu des agriculteurs en France. Mais les inquiétudes, les menaces, elles sont diverses. Revenus, oui, il y a les questions des aléas économiques, le Mercosur peut en faire partie, il y a la question du changement climatique, il y a la question des aléas sanitaires, etc. Et peut-être un dernier point, c'est aussi que même sur le sujet précis du Mercosur, là aussi, il y a une hétérogénéité des intérêts des différents agriculteurs. Selon le modèle agricole
dans lequel vous êtes et selon le type de production dans lequel vous êtes, vous allez avoir un avis favorable au Mercosur si vous êtes dépendant des exportations, un avis défavorable si vous défendez un modèle d'agriculture qui n'est pas celui de la compétitivité-prix et qui va plutôt, et vous avez plutôt des marchés locaux. Et il y a même des intérêts divergents entre agriculteurs et autres opérateurs économiques des filières agroalimentaires. Certaines industries agroalimentaires françaises ont tout intérêt à pouvoir s'approvisionner avec de la matière première qui leur vient de l'étranger. Qui, par exemple qui est moins cher. Qui leur vient de l'étranger. Bien sûr. Quelle filière, par exemple? Le poulet. Ouais. Pourquoi un industriel agroalimentaire dont l'objectif premier est de maximiser ses profits s'embêterait, entre guillemets, à perdre en rentabilité économique s'il peut avoir accès à du poulet en plus grande quantité, moins cher? Et donc ça illustre non pas le fait qu'il faut nécessairement défendre la position de cet industriel du poulet, ça illustre le fait qu'au sein du monde agricole, on a des intérêts économiques qui sont divergents et que tout l'enjeu politique, c'est d'arbitrer quelle est la priorité. Est-elle de maximiser la rentabilité économique de l'industriel, défendre un certain modèle d'agriculture ou encore autre chose? Mais Fanny Meytra, en même temps, on a entendu vos collègues, des collègues syndiqués dire il faut plus de contrôle, qu'on nous embête plus, on veut plus de normes. Oui, mais quand nous, même, on est la Confédération paysanne. Attention, ne mélangeons pas. Encore une fois, arrêtons avec cette unité paysanne. Nous sommes la Confédération paysanne. Nous disons les normes sociales et environnementales protègent avant tout les paysans et la vous population. Vous n'êtes pas contre les normes, vous, Mais européennes? bien sûr que non. Mais en fait, il n'y a sans pas normes, de on ne transposition vit pas. excessive des normes européennes, c'est ça qu'on entend aussi? Mais en fait, il y a des normes abusives, mais c'est pas sur le social et l'environnemental qu'elles sont. C'est un faux débat. Faire croire que le problème des paysans, c'est l'écologie, c'est le monde urbain, c'est un faux débat. Les vrais problèmes, c'est le libre-échange, c'est des politiques qui préfèrent vendre des voitures plutôt que de protéger l'agriculture. Et ça, c'est très clair. Et quand même, moi, j'aimerais dire un mot sur la dermatose nodulaire contagieuse. Terminé. Parce que clairement, la colère, elle est aussi là-dessus. Les politiques sanitaires qui misent tout sur l'économique, c'est pas tenable. En fait, réellement, les enjeux agricoles ne peuvent pas être vus uniquement que par le prisme de l'économie, en particulier quand on est éleveur et quand on s'adapte sur un territoire avec un troupeau. C'est toute une vie de travail, ça, et on est en train de la détruire. Et Annie Genevard, nous, on appelle à sa démission aujourd'hui, clairement. On appelle à sa démission, la Confédération paysanne, parce que depuis 6 mois, elle est en train de... la colère paysanne actuellement, la responsabilité, c'est dans les mains du gouvernement. Et s'il y a une catastrophe qui arrive, ça sera eux les responsables. Écoutez, on sent votre passion désespérée. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir participé à ce débat extrêmement clair et enrichissant. Merci beaucoup. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. 30e anniversaire de la mort de François Mitterrand, le président à la Rose, qui fut président de 81 à 95. Et puis un autre président vivant, celui-ci, le président de la Corée du Sud, s'engage dans une lutte contre la calvitie. Bon, vous allez voir ça. Mais d'abord, le mot vedette du jour, dysmorphie financière. C'est un trouble psychocognitif alimenté par les réseaux sociaux où s'étalent les bifetons et le luxe. C'est entendu. Ça a un nom, la dysmorphie financière. C'est ce qu'on appelle la dysmorphie financière. Dysmorphie financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Dysmorphie financière, du grec dys, mauvais, morphée, forme, et du latin finis, terme, désigne, en sabir psychologisant, la perception irrationnelle de sa propre condition financière. En clair, le fait de se croire plus pauvre qu'on est. En cette période d'étrenne, un journal américain explique comment se libérer de sa dysmorphie financière. Le terme dysmorphie financière, qui n'est pas un diagnostic médical pour désigner une pathologie officielle relevant des troubles psychiatriques et psychiques, mais un concept imaginé fin 2023 par un institut de crédit, fait référence à la dysmorphie corporelle, soit la perception anormale de l'apparence, qui elle est un véritable trouble mental. La dysmorphie financière, misère fantasmée relativement à l'exhibitionnisme flousier sur les réseaux et à ses cohortes de crypto-coachs en pépétisation de la vie, conduit à des investissements risqués ou des dépenses excessives. 38% des gens interrogés dans une étude ont effectué des achats au-delà de leurs moyens pour les afficher sur les réseaux. Le même sondage révèle logiquement qu'aux États-Unis, la dysmorphie financière est une affaire de genoux qui ne concerne que 14% des plus de 59 ans et 25% de la génération X, mais 41% des millennials et 43% de la génération Z, laquelle calibre par ailleurs le succès financier à un revenu équivalent à 42 000 € par mois.
Ce strabisme financier touche aussi la France, dont la majorité des citoyens estiment l'inflation 4 fois plus forte qu'elle n'est en réalité et situe entre 20 et 30 millions d'euros le pactole pour atteindre la crésusitude. Alors que pour faire partie des 5% les plus riches, 4 416 euros par mois après impôt suffisent. Axiome, la dysmorphie forme les morphales. Merci, Monsieur Nolte. Retour de nos chroniqueurs. Alors, cher Xavier, ni président, ni Premier ministre, peu de personnalités. Ah, si, quand même, un ancien président de la République, François Hollande. C'était à Jarnac aujourd'hui pour les commémorations de la mort de François Mitterrand. Certains disaient Mitterrand, d'autres Mitterrand, il y a 30 ans, jour pour jour. Et nous allons donc... sans faire lire à Jarnac. Bah oui, parce que direction la Charente, puisque c'est effectivement à Jarnac, en Saintonge, on est à 15 km de Cognac, qu'est né François Mitterrand le 26 octobre 1916, avec une maison natale qui existe toujours, qui est située 22 rue Abelgui. Abelgui, c'était un pasteur, un protestant qui œuvrait à cet endroit-là, à ce moment-là. Cette maison natale est aujourd'hui un musée, labellisée Maison des Illustres, et c'est justifié un temps, elle est importante dans l'histoire familiale de François Mitterrand, mais aussi dans son histoire personnelle. Importante et imposante. Ah ouais, vous avez une grosse maison, ça c'est la grosse bâtisse bourgeoise, charentaise. C'est une maison qui a été construite au 19e siècle et qui a été construite là où se trouvait un temple protestant qui a été détruit après 1685, c'est-à-dire au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Vous savez, quand Louis XIV décide de chasser les protestants, vous voyez, une histoire de passé qu'on essaye de dissimuler. En tout cas, cette maison est achetée au milieu du 19e siècle par l'arrière-grand-père maternel de François Mitterrand. C'est un monsieur Lorrain, c'est Louis Beaupré-Lorrain. Et c'est dans cette maison que se déploie l'activité familiale. Alors, au fil des générations, ça passe de la menuiserie, puis ça arrive à la vinaigrerie. Et c'est donc là que François Mitterrand naît en 1916. Une maison qu'il n'a jamais quittée, au sens où il y est toujours revenu. Il a toujours affirmé son attache très forte, parce qu'émotionnelle, authentiquement, à cette maison de Jarnac, qui fait vraiment partie de cette histoire et qui a donné une autre célébrité à la ville de Jarnac. Autre que le fameux coup de Jarnac. D'ailleurs, c'est quoi le coup de Jarnac? Oui, le coup de Jarnac. Non, mais c'est vrai que c'est une expression qui est rentrée dans la langue française et qui rappelle un duel qui s'est déroulé près de Saint-Germain-en-Laye, donc c'est pas très très loin de Paris. En 1547, on est sous le règne de François Ier et Guy de Chabot, seigneur de Jarnac, combat le sieur de la Châtaigneraie et Guy de Chabot utilise une botte secrète, c'est-à-dire un coup derrière le genou qui fait que l'autre s'effondre et il perd. Et à ce moment-là, c'est un coup qui est considéré comme extrêmement habile. C'est une ruse très 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 maligne. C'est même tout à fait loyal parce que Guy de Chabot a remporté ce duel. Sauf que, au fil du temps, l'expression a changé de sens. Et ça, c'est drôlement intéressant. Les descendants de Guy de Chabot sont des protestants. Et au XVIIIe siècle, dans le dictionnaire de Trévoux, c'est un catholique jésuite. Il n'aime pas du tout ces protestants-là. Et donc, il donne un autre sens à l'expression. Ça devient quelque chose d'odieux. C'est une ruse perfide. Vous voyez, c'est une sorte de coup d'état sémantique permanent. En tout cas, l'expression change de sens. Et puis Jarnac, bien sûr, parce que c'est là où est enterré François Mitterrand, dans la chapelle familiale. La chapelle familiale sur laquelle on peut lire le nom de la famille maternelle, c'est la famille Lorrain. C'est passionnant d'étudier toute cette histoire depuis Jarnac, parce qu'on voit la complexité de l'évolution d'un homme, de ce monde bourgeois conservateur, président socialiste, qui est à l'image aussi de la complexité de notre histoire de France. Et rappelons-le, il n'était pas huguenot, Mitterrand, non, pas du tout. Vous avez raison. Absolument. Marie, le président de Corée du Sud divise son pays en proposant de prendre en charge les traitements contre... la calvitie. Et oui, il a proposé ça il y a 3 semaines, le président. Écoutez bien. Jae-myung, il a lancé sa petite bombe politique et depuis, il y a les pour, il y a les contre. Ça débat activement dans la population coréenne sur ce sujet, donc la perte de cheveux qui angoisse énormément les gens. Pour un jeune Coréen atteint de calvitie, a expliqué le président, le problème n'est pas esthétique, c'est carrément une question de survie. Oui, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi ? Parce que cette calvitie, elle est tellement stigmatisée que ça a des conséquences réelles sur la vie de ces jeunes garçons dans une société coréenne littéralement obsédée, le mot est faible, par l'apparence. Société connue pour ses critères de beauté extrêmement stricts. Même quand vous postulez pour un petit boulot de serveur à temps partiel, vous devez, en Corée, envoyer une photo, vos mensurations. Tout écart avec la norme esthétique est sanctionné, on est rejeté, jugé, donc en l'occurrence pour ses cheveux. Et alors,
parenthèse, vous vous doutez bien que pour les femmes coréennes, c'est encore pire. Elles sont connues dans le monde entier pour leur routine beauté en 10 étapes, matin et soir. Elles ne sont rien si elles sont considérées comme laides. Pas d'amour, pas d'amis, pas de carrière professionnelle, vraiment. Juste un fait qui m'a frappé, un seul, parce que je suis myope, donc je suis concernée. C'est seulement en 2018, il y a moins de 10 ans, qu'une présentatrice de télévision coréenne a osé pour la première fois mettre des lunettes à son travail. Voilà, c'est vous dire l'ambiance. On revient à nos chauves et à nos futurs chauves. Attention, sacrilège. Alors, le président de la République de Corée propose que les traitements, donc les shampoings, les implantations de cheveux, soient remboursés tout simplement par la Sécu coréenne. Alors, il avait déjà fait cette proposition en 2022, pendant une campagne présidentielle. Ça avait plu à pas mal d'internautes masculins en Corée. Sur un forum, on pouvait d'ailleurs lire « Implantons-nous le président ». Voilà, ils étaient contents. Dans le camp d'en face, évidemment, on crie au populisme. Certains disent qu'il essaye de se mettre les jeunes hommes dans la poche. Et puis surtout, il y a le prix d'une telle mesure. Pour l'État. Est-ce que le rôle de l'assurance maladie publique, c'est pas plutôt de rembourser les cancers et les autres maladies graves? C'est interrogé récemment le syndicat des médecins coréens. Surtout qu'en ce moment, le système de santé affiche un déficit record et que ça risque de s'aggraver car, vous le savez peut-être, la population coréenne vieillit à toute vitesse. Conclusion, je vais me permettre de donner mon avis, même s'ils ne me l'ont pas demandé. Peut-être qu'au lieu de rembourser les coûts d'une mise en conformité au canon de beauté, il faudrait juste changer. Il faudrait changer la définition de la beauté et les injonctions qui pèsent véritablement sur la santé mentale de ces garçons. Et les jeunes mectons coréens, une idée, implantez-vous dans la rétine durablement l'image de Xavier Mauduit pour vous guérir de votre conformisme capillaire, les gars. Voilà, merci Marie, merci tout le monde. Merci de votre fidélité. Demain à 20h05, le club avec Renaud Delitchus. On se retrouve lundi.